Bonsoir à tous, les de Souza. Donc, je vais vous présenter en fait le troisième thème relatif à la révision des politiques migratoires européennes et françaises pour un plein droit respect des droits humains. Pour introduire le sujet, je vous inviterai à suivre la vidéo de quelques minutes qu'on va vous projeter et je vous invite à vous mettre ici, de ce côté-là, pour que vous ayez une meilleure visibilité. Buongiorno, mi chiamo Chiara Montaldo, ho 40 anni, sono un medico e sono italiana, in effetti la mia base è a Genova, però da tanti anni ormai sono in giro per il mondo grazie al mio lavoro che mi ha portato in tanti paesi e che da un anno e mezzo mi porta in Sicilia ad occuparmi di immigrazione. È la prima volta che ho visto uno sbarco, in realtà ero a Lampedusa ed era l'anno scorso. Sì, ho un sacco di ricordi, cioè più che altro un sacco di emozioni che ho legato a quei ricordi, perché era la prima volta e non sapevo bene cosa aspettarmi e mi ricordo sorprendentemente che le persone che sbarcavano erano contente perché erano vive. Mi ricordo un ragazzo che è sceso con una chitarra rossa, senza niente ma con una chitarra rossa. E dall'altro lato mi ricordo invece con una sensazione negativa le persone che stavano sulla banchina e che guardavano questo come uno spettacolo. C'erano giornalisti, ma c'erano anche tanti turisti, gente che passava, e quindi devo dire che il contrasto tra questi due mondi è stato abbastanza scioccante, cioè mi ha quasi scioccato più il nostro mondo, il mio mondo, quello sulla banchina, che quello che stava sbarcando. Però quando le persone sbarcano dipende un po' dalle situazioni da cui scappano, no? Ci sono reazioni diverse. Tantissimi ragazzi, soprattutto dell'Africa subsahariana o del Corno d'Africa, hanno una reazione che quasi ci fa un po' sorridere o vergognare, nel senso che spesso la prima domanda che noi facciamo è come stai, how are you? E la risposta è fine, and you? È imbarazzante, no? Perché non sai cosa rispondere, però appunto spesso sono contenti perché sono vivi, non sanno bene cosa li aspetti, però probabilmente il viaggio che hanno dietro le spalle è comunque più pesante, quindi sperano comunque che la salita sia finita, diciamo così. Con nuove nazionalità, soprattutto adesso con i siriani, è un po' diverso perché partono da una situazione diversa, sono abituati anche a uno standard diverso. Per esempio un ragazzo che è sbarcato 2 giorni fa, durante il triage che facciamo, il triage medico sotto la tenda, mi ha chiesto se dentro al centro c'era il wifi. Quindi una preoccupazione che certo normalmente non hanno i ragazzi africani, però ha invece un ragazzo siriano che è abituato anche a uno standard di vita diverso, quindi ognuno si porta dietro quello che è, quindi anche il primo approccio è un po' diverso. Quindi sì, sono numeri, ripeto, ci hanno detto ne arrivano 1000 e noi a volte anche noi diventiamo un po' cinici e parliamo di numeri, ma poi quando siamo lì sotto la tenda i numeri si trasformano in storie che ti fanno quasi anche sentire in colpa, perché di certi paesi come la Libia si parla assolutamente troppo poco per quello che sta succedendo, perché è dall'altra parte del mare, veramente vicino, è un inferno che noi o ignoriamo o vogliamo ignorare, però c'è e questi ragazzi ce ne parlano continuamente. Si possono dire tante cose sull'immigrazione, ma il fatto è che più aumentano le differenze e più è normale che le persone cerchino di migliorare la loro situazione. Ed è triste che chi sta meglio non faccia che porre barriere su barriere per evitare questi spostamenti che comunque avvengono. Avvengono purtroppo, per come è la situazione adesso, avvengono rischiando la vita, e questo è incredibile.
ma la situazione della migrazione non si può più fermare, questo è evidente, non solo in Italia, ma è un fenomeno generalizzato che non si può fermare. Possiamo solo far sì, spero, che la gente possa muoversi senza rischiare la vita. Le témoignage que nous venons d'écouter montre que le phénomène de migration ne peut être stoppé. La question des migrations internationales, qui se présente désormais dans le débat public, est la conséquence de 3 facteurs majeurs. L'inégalité de développement entre pays, qui même si elle s'est beaucoup modifiée au cours des dernières décennies, reste considérable. Et la mondialisation a des effets contrastés sur cette réalité, effets à la fois positifs et négatifs. Le deuxième facteur sont les guerres et l'insécurité, qui mettent en péril de survie des populations très importantes. Et le troisième facteur, le développement des moyens de transport, qui rendent les déplacements beaucoup plus faciles qu'autrefois, et le développement de l'information à l'échelle planétaire, qui incite à rechercher ailleurs l'amélioration de sa condition, voire sa survie. Ces facteurs, tous majeurs, ont des effets à long terme. Les migrations sont un phénomène de grande ampleur et qui ne cessera pas à vue humaine. Il est urgent que les États et la communauté internationale, au-delà des mesures insuffisantes et souvent inhumaines, prises jusqu'à présent, prennent la vraie mesure du phénomène et engagent les politiques de long terme adéquates. Le Secours catholique et le CCFD Terre Solidaire sont tous deux, en fonction de leur propre mission, directement concernés par les migrations. Celles-ci sont la cause de souffrances considérables dans notre pays, sur la voie de transit et également dans les pays d'origine. Et on les constate tous les jours. Il faut dès à présent se mettre en état de répondre aux enjeux posés à notre pays par l'arrivée des migrants, et cela d'une manière qui soit à la fois réaliste et surtout respectueuse des droits humains. C'est le sens des 3 propositions que nous ferons ce soir. Assurer des voies de migration légales, y compris humanitaires, avec octroi de droits au séjour et de visa. En effet, en l'absence de voies de migration légales, les migrants sont conduits à mettre leur vie en danger et à se voir exploités par des entreprises criminelles. Même si la mise en place de voies de migration légales doit se faire dans le cadre de la gestion des frontières, dont l'État est responsable vis-à-vis de la nation, cette mesure permet d'organiser la circulation des personnes en entrée comme en sortie et leur séjour légal, via par exemple l'élargissement des titres de séjour. Elle permet ainsi que l'apport culturel et économique des migrants se fasse dans les meilleures conditions. Alors, pour rappel, les immigrés rapportent à la France 12,5 milliards d'euros par an et 8 milliards à l'Italie. La deuxième mesure que nous proposons, c'est mettre fin à l'externalisation des politiques migratoires vers des pays d'origine et de transit. Ces politiques aboutissent le plus souvent à se décharger de ses responsabilités sur des pays qui soit ne sont pas respectueux des droits de l'homme, soit n'ont pas les moyens matériels et humains de les assurer. C'est par exemple, bien sûr, le cas de la Libye, qui paradoxalement ne reconnaît pas le statut de réfugié. Elles sont souvent accompagnées d'un chantage à l'octroi, de l'aide au développement inacceptable pour les pays d'origine. Et la troisième mesure que nous préconisons, c'est la suspension. C'est de suspendre le renvoi des demandeurs d'asile au pays de première entrée. Alors, actuellement, les règles européennes imposent l'enregistrement des demandes d'asile dans le pays, l'Italie et la Grèce, par où les migrants accèdent à l'espace Schengen. Alors, ces dispositions sont très souvent contraires au projet du migrant et imposent au pays de premier accueil une charge intolérable et contraire à l'esprit européen. C'est le cas de la Grèce, de l'Italie, récemment de la Hongrie, qui ne peuvent assumer seuls l'afflux des migrants.
La mise en place d'une politique européenne commune pour l'accueil des migrantes est donc nécessaire. Merci pour vos réponses. Avec plaisir de M. Schillaci nous a rejoint. Donc, bienvenue. Et puis, on commence par M. Billard. Je laisse transmettre le flambeau. Merci. Alors, que dire par rapport aux propositions qui sont émises ce soir? En tant qu'écologiste, je ne peux que souscrire à plus de 100% évidemment. Rappelons effectivement quand même que les populations de migrants qui se présentent aux portes de l'Union européenne n'étaient pas candidats à faire une croisière. Clairement. Ils sont dans des situations particulièrement difficiles, de guerre, de détresse, ça peut être des famines, mais en tout cas, on est clairement dans des situations d'extrême détresse qui poussent ces populations à toquer à la porte de l'Union européenne. Et encore, je dirais, si on doit rentrer dans les faits, on comptabilise ceux qui sont bien arrivés. Mais il y a ceux qui sont refoulés, mais ceux dont on ne sait plus où ils sont, malheureusement. Très prosaïquement, malheureusement, parfois, au fond de la Méditerranée. Nous, notre devoir, et c'est inscrit dans la charte qui a créé l'Union européenne, c'est de savoir accueillir ces personnes-là. Alors comment? De toute façon, c'est évidemment de ne pas laisser cette charge-là, monsieur l'a bien rappelé, aux deux pays, la Grèce et l'Italie, qui sont les principales portes d'entrée de l'Union européenne pour ces populations migrantes, et qui n'en peuvent mais par rapport à cet afflux de réfugiés. Effectivement, ils les accueillent, ils les reçoivent de manière plus ou moins rocambolesque, en doux euphémisme, mais malheureusement, ils y restent et quid justement de la solidarité européenne. La France n'a pas véritablement rempli tout son devoir de pays des droits de l'homme ou de membre de l'Union européenne pour savoir accueillir justement ces populations. C'est là où doit être notre travail moral d'accueil justement de ces populations. Là, plus précisément, dans ces populations, ce qui est aussi à remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement, de dispositif d'accompagnement pour les jeunes non accompagnés. Les populations, les familles qui arrivent justement à essayer de passer, n'ayant pas forcément tous les moyens de faire passer toute la famille, vont privilégier l'enfant ou le jeune de la famille et lui payer son passage. Et ils arrivent au sein de l'Union européenne sans accompagnement psychologique, matériel, et on se retrouve avec des jeunes pas matures dans des situations particulièrement détestables, même au pays des droits de l'homme qu'est la France. Et c'est là où justement on doit faire ce travail-là, justement de savoir aussi les accompagner et pas essayer de trouver tous les subterfuges pour, lors des tests justement, on essaye de déterminer leur âge, parce qu'ils n'ont pas nécessairement leur papier sur eux, mais essayer de les faire passer pour des jeunes adultes, alors que bien souvent, ce sont des grands enfants, tout simplement, qui n'ont pas toute la maturité, qui sont à subir effectivement des épreuves que nous n'aimerions pas faire subir aux enfants, bien évidemment. Voilà, donc c'est là le travail du législateur, de se battre au niveau national et législatif au niveau français, mais bien évidemment européen. Voilà, telles étaient mes propositions. Merci à vous. Merci. Concernant les migrants, je vais surtout axer sur quelque chose de très important pour moi et je pense pour la France Insoumise et donc Nino. Ça va être concernant le séjour en fait. En France, à l'heure actuelle, il faut savoir que le séjour et l'asile est très difficile à avoir. Contrairement à tous les préjugés qu'on peut avoir, entre les demandes et les acceptations, c'est quand même très impressionnant. Pour ceux qui pourront un jour aller à la Cour nationale du droit d'asile, avec des récits quand même très dramatiques, les gens n'auront systématiquement, pratiquement jamais l'asile. Parce qu'ils n'auront pas les preuves, ils n'auront pas les papiers, ils n'auront pas la justification de leur âge, etc. etc. Donc là, il y a vraiment, il faut revoir
Comment donner l'asile? Pourquoi donner l'asile? Il y a des gens qui pourraient avoir le statut de réfugié qui ne l'auront pas. Donc déjà, il faut une harmonisation des conditions d'octroi du séjour. Parce qu'entre une préfecture ou entre un bureau de préfecture, la même personne n'aura pas son séjour, sa carte de séjour. On veut notamment aussi faire en sorte que la carte de séjour, qui actuellement peut être de 1 an, de 3 ans, de 5 ans selon les conditions, selon si c'est un regroupement familial, selon si c'est une carte de séjour pour maladie, on veut que la durée du séjour soit remise à 10 ans. Et puis il y a aussi un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la dignité. On parlait de dignité tout à l'heure par rapport aux précaires. Je pense que c'est aussi important que les migrants soient respectés, notamment dans les violences qui ont eu lieu dans d'autres pays européens. Dans les centres de rétention, hein, ce sont les centres qui sont présents dans les aéroports, dans les gares, où des gens et des familles, notamment des mineurs, malgré que ça soit illégal, sont enfermés. Donc il y a vraiment une politique migratoire qui est très arbitraire et sécuritaire. Et enfin, une fois de plus, je vous parlais tout à l'heure de la scolarisation des enfants pour les Roms. C'est exactement la même chose pour les migrants, notamment à Calais, où ce n'est pas respecté, toujours pas. Les enfants n'ont pas accès à la scolarité comme la France a l'obligation de le faire. Et une dernière chose, ce sont les causes de la migration. Les causes qui font que les gens quittent leur pays. Hein, c'est une fois de plus, c'est pas un choix. Ils choisissent pas de venir en Europe, ils ne veulent pas quitter leur pays parce que c'est une obligation. C'est une obligation de quitter son propre pays, ses racines, sa culture. Et je pense que la France a sa part de responsabilité. La France, l'Europe et les pays européens ont leur part de responsabilité. Donc il faut cesser notamment les accords internationaux inégaux, qui fait que on va avoir un pays, par exemple africain, qui va vendre, je ne sais pas, son bois à un pays européen à bas coût. C'est rentable pour le pays européen, mais pas pour le pays africain. Voilà. Moi, je suis pas le mieux placé pour parler de ce sujet. Je devrais laisser ma place à ma suppléante qui se trouve devant moi, Bénédicte Pétel, qui depuis plusieurs années accueille dans le cadre du Jésuite Refuge Service et du réseau Welcome des migrants chez elle. Donc oui, cher monsieur, c'est une fierté de soutenir les migrants. Oui, c'est une fierté quand Emmanuel Macron a dit que l'Allemagne avait sauvé l'honneur de l'Europe d'avoir mené la politique qu'elle a menée au moment des afflux massifs. Et oui, c'est une fierté de l'entendre dire que c'est un devoir pour nous de les accueillir. Alors oui, principe du respect des droits humains, pour autant nous ne sommes pas forcément en ligne avec l'ensemble des mesures qui sont évoquées. Juste un rappel, ça a été évoqué, le drame humain, c'est 4000 personnes au moins qui sont mortes en Méditerranée, je vais parler plus fort, 4000 personnes qui sont mortes en Méditerranée l'année dernière, seulement 35% des demandes d'asile qui sont acceptées, essentiellement venant du Soudan, de l'Afghanistan, de la Syrie ou d'Haïti, et puis un temps d'attente qui est très long, puisque c'est près d'1 an, et c'est un peu le cœur du problème selon nous. Donc nous, ce que l'on souhaite mettre en place, avant toute chose, sont des procédures plus rapides et plus efficaces dans le cadre de la demande d'asile, pour justement assurer un meilleur accueil de ces personnes et de leurs souffrances. On souhaite faire en sorte que la prise de décision se fasse en 8 semaines désormais. Qu'en cas de recours, là aussi le jugement puisse intervenir dans les 8 semaines. Ce qui fait qu'in fine, quand vous prenez l'ensemble de la procédure, que l'on ne dépasse pas un délai de 6 mois. On ne peut pas reprocher aux gens, au bout de 6 mois, de commencer à vouloir s'intégrer, s'installer, travailler, développer, avoir une famille qui s'agrandit. Donc il y a véritablement un travail à faire à ce niveau-là. Bien évidemment, c'est un problème européen, ça a été évoqué à de nombreuses reprises. Vous avez évoqué, vous êtes là-bas, les limites, les difficultés d'application, le fardeau, appelons ça comme ça, excusez-moi, pour les pays d'accueil dans le cadre du Dublin 3. Emmanuel Macron s'est engagé à renégocier
Dublin 3 pour notamment qu'il y ait un meilleur partage des responsabilités entre les différents pays européens. Deuxième point, on souhaite développer les actions et les projets dans les principaux pays d'accueil et de transit. Il ne s'agit pas de conditionner des aides, mais véritablement d'accompagner ces pays. Alors, évidemment, je vous le concède, dans certains pays, ça sera compliqué, en Syrie et en Libye, au regard de l'instabilité, mais il y a un certain nombre de pays où on peut accompagner ces pays pour essayer d'irriguer les flux migratoires. C'est pour nous le soutien, la condition, un soutien, un développement véritablement durable. Il faut les aider aussi en installant des points de contrôle dans ces pays et les aider à lutter contre les passeurs. Voilà, c'est aussi ça qui évitera les drames humains auxquels nous sommes confrontés. Et de la même façon, et c'est notre dernière proposition, on souhaite créer une nouvelle agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dotée de 5000 gardes-frontières et garde-côtes européens. Voilà aussi, essayer d'éviter que des drames se produisent avant que les gens touchent le sol européen. Merci. Avant de présenter mes réflexions et mes propositions, vous dire que je suis assez gênée de la façon dont le sujet a été posé, car pour moi, il y a quand même un problème de méthode où on a parlé de beaucoup de choses. L'immigration, les migrants, les réfugiés, beaucoup de choses, beaucoup de termes qui ont des sens différents. Et je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Ça, c'est le premier point. L'immigration, c'est quelque chose de positif. Notre pays s'est enrichi de migrations successives. Nous venons tous de quelque part. Moi, j'en suis un vibrant exemple. Donc, la migration en soi, c'est quelque chose de positif. Maintenant, il faut savoir vivre avec l'immigration. Et une autre chose est les questions des crises migratoires, qui doivent être réglées différemment dans un cadre européen et sans doute international. Et je voudrais bien qu'on ne mélange pas tout, parce que ça pose nécessairement des problèmes aussi avec le vivre ensemble, quand on mélange tout et n'importe quoi. C'est le premier point que je voulais souligner. Il existe une politique d'immigration en France, il existe un code des étrangers du séjour en France qui réglemente, qui régit les conditions dans lesquelles on obtient un titre de séjour pour telle ou telle qualité, carte de résident ou carte de séjour. Et ces règles-là, elles évoluent au fil du temps, les gouvernements successifs sont intervenus. Je voudrais dire que ce débat sur la politique de l'immigration, elle ne doit pas se réduire à un choix un peu manichéen entre une posture morale et une idéologie de la fermeture des frontières. Bien sûr, la France a une tradition de pays généreux, d'accueil, de bienveillance, de fraternité. Je crois qu'elle doit la maintenir, la préserver, tout comme elle doit être fidèle et respectueuse de toute la tradition des Lumières et du droit d'asile qui est fondateur dans notre République moderne et dans sa tradition. Mais je veux dire aussi qu'il faut tenir compte d'un principe de réalité, à savoir comment nous accueillons sur notre territoire dans les meilleures conditions possibles. Et quand je dis dans les meilleures conditions possibles, je veux dire dans les conditions de dignité des personnes qui sont le résultat de crises migratoires dans des pays qui sont dévastés par la guerre, par les persécutions, par toutes sortes de tragédies. Ça, je pense que ça doit être réglé à un niveau autre, à un niveau européen, voire international. Et moi, enfin à titre personnel, en tant qu'élu local, je rencontre beaucoup d'Agnérois qui ont des demandes diverses et variées. Et si vous voulez, je vais vous dire franchement, je ne me vois pas dire à un Agnérois qui attend un logement depuis 10 ans, passe ton tour parce qu'il y a des personnes qui arrivent de loin. Et je ne vais pas te donner le logement parce qu'il y a des personnes qui sont prioritaires par rapport à toi. Passe ton tour parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un travail et que je ne peux pas t'aider parce que des personnes viennent de loin. Ceci étant, je salue et je salue sincèrement la réaction de personnes qui peuvent accueillir des personnes chez elles. Je pense que ce sont des démarches individuelles. Et quand on peut accueillir une personne chez soi, une famille, un couple, c'est très bien. Quand on a les moyens de le faire, c'est très bien. Et tout ça, ça doit être encouragé. En France, il y a des personnes qui l'ont fait. Il y a des collectivités qui l'ont fait, c'est très bien. Mais quand on peut le faire, on le fait. Quand on ne peut pas le faire, on ne force pas les gens à le faire. Je pense que c'était aussi une question de liberté. Et la liberté, ça doit être important. Alors, par rapport à ce problème qui nous dépasse très largement et pour ne pas être très long,
Je pense qu'il faut une vraie initiative au niveau européen, international, mais surtout européen, pour pouvoir effectivement voir dans quelles conditions ce règlement de Dublin peut être revu pour être efficace et pour assumer à la fois nos responsabilités, mais ne pas mettre en difficulté les personnes qui vivent sur notre territoire actuellement. Enfin, dire aussi qu'il me semble important de ne pas faire d'amalgame et de ne pas mélanger les migrants, les clandestins, les personnes qui émigrent pour des questions économiques, les personnes qui fuient la guerre. Les personnes qui fuient la guerre, nous devons les aider. Il y a un régime pour cela, c'est le droit d'asile. Le droit d'asile, il est fondateur en France. Le régime du droit d'asile vient d'être, enfin il y a encore quelques années, d'être modifié pour simplifier, alléger, raccourcir les délais d'instruction des dossiers. Et je pense que les personnes qui sont des réfugiés politiques doivent être aidées. Maintenant, les personnes qui ont une démarche d'immigration pour des questions économiques, il faut voir jusqu'à quel point la France a la capacité de les intégrer pour qu'ils vivent en France dignement, parce que je pense que ce n'est pas un message positif de dire à des gens de venir en France et de venir pour être dans une situation de précarité, c'est-à-dire sans logement et sans travail. Je rappelle pour terminer qu'en France, nous avons quand même 10% de chômage, nous avons 25% des jeunes qui sont au chômage, nous avons des situations difficiles. Si nous accueillons des personnes, il faut que nous sachions les intégrer et les intégrer dans notre société pour qu'ils y vivent dignement. Voilà, merci. Alors, je suis donc la dernière à prendre la parole sur ce sujet, et je dois dire que pour moi, c'est le sujet pour lequel il est plus difficile de répondre en 2 minutes, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. De façon associative, je fais partie du collectif Migrants à Colombes, et donc je vois les difficultés des personnes qui sont arrivées jusqu'ici, quelle que soit la raison pour laquelle elles sont parties de leur pays, que ce soit la guerre, que ce soit la famine, ou que ce soit effectivement des raisons économiques, elles sont là. Et je constate combien c'est difficile, bien que l'État ait pris ses responsabilités avec des attributions de lieux pour des personnes dans des villes, et le suivi se fait avec des associations. Mais c'est vraiment difficile quand au niveau des municipalités, on ne sent pas du tout, effectivement, de quelconque désir, pas de mettre de l'argent. Je pense que les villes n'ont pas forcément à mettre de l'argent là-dedans, mais de reconnaître ces personnes comme étant des personnes qui existent même avant même qu'elles aient terminé leur démarche pour demander le droit d'asile. Ça, je pense que les êtres humains, qu'ils aient obtenu leur carte ou pas encore, ils ont des problématiques et qu'on ne peut pas les laisser les regarder comme ça. Ils sont là et il faut agir. Je pense que la thématique de l'immigration, elle doit être abordée en termes de solidarité. Alors si on prend depuis le plus haut niveau, ben effectivement on parle des causes des départs des personnes, et en France on a un objectif d'aide publique au développement. Il est actuellement de 0,7% du revenu national brut. Mais en fait on n'en dépense pas, on en dépense à peine plus que la moitié. Et je pense que c'est tout de même quelque chose qui devrait être prioritaire, parce que tant que nous n'aiderons pas, alors ça ne va pas aller dans tous les cas s'il y a la guerre, mais il y a des pays qui, mieux aidés au niveau de notre aide au développement, eh bien, ils auraient un petit peu moins de citoyens de chez eux qui chercheraient à venir ici. Donc ça, je pense que c'est vraiment un point sur lequel, au niveau national, il faut veiller. Après, je suis comme tous mes collègues qui se sont exprimés. Il y a évidemment le niveau européen qui est fondamental. Il faut un accueil légal et organisé au niveau européen. La directive Dublin, on est plusieurs à en avoir parlé, mais effectivement, elle fait reposer sur des pays d'accueil un poids qu'ils ne peuvent pas assumer seuls. C'est injuste et c'est absurde. C'est pas si on asphyxie l'Italie et la Grèce que ça va, budgétairement, que ça va aider les autres pays d'Europe. Mais alors, quelle est la solution? Parce que probablement, il y a déjà eu une demande qui a été faite pour que l'ensemble des pays de l'Union acceptent un plan de relocalisation générale des réfugiés. Et il y a des pays qui ne l'ont pas accepté. Donc il faut trouver quelque chose en attendant de pouvoir les persuader. Et peut-être ça serait la création d'un visa humanitaire
qui assure un accès légal et sécurisé de façon temporaire à des personnes en situation de détresse humanitaire. C'est ce qu'on a fait pour les chrétiens d'Irak. Peut-être qu'on devrait y réfléchir pour davantage de ces personnes en difficulté. Et je dirais pour les personnes qui sont arrivées, je pense que, notamment à Colombes, nous avons beaucoup de ceux qui sont arrivés qui sont des hommes jeunes. Je pense que pour les familles, le problème se pose différemment. Parce que souvent, on arrive, il y a une générosité qui va se manifester plus facilement, et on a un certain nombre de familles qui ensuite ont réussi à partir dans des villages où on a bien voulu les accueillir. Pour les hommes jeunes qui arrivent, eh bien, moi je crois qu'il y a une chose sur laquelle il faut agir, c'est l'accès au marché du travail. Jusqu'ici, ce sont des personnes qui sont en pleine santé. Ils ont envie de s'intégrer le temps où ils vont être là, et on leur interdit de travailler, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas les fameux papiers. Ça ne les aide pas, je pense. Et ils vivent finalement, ils sont dépendants des petites aides. Je pense qu'on pourrait leur donner un droit de travailler après 3 mois de présence, et de faire un petit peu, j'ai vu un reportage sur ce qui se fait en Allemagne actuellement. Il y a une expérimentation qui est en passe d'être un peu plus généralisée, et les migrants sont autorisés à exercer un travail au bout de 3 mois. Dès lors qu'ils sont enregistrés par un bureau spécifique, même s'ils n'ont pas encore fait tout leur parcours de demande de droit d'asile. Il y a un point qui est très négatif, c'est que les heures de travail qu'on leur propose, elles sont payées 8 fois moins que le SMIC. Mais ils ont également un appartement. Et ils ont des droits qui sont ouverts à la santé. Et je pense qu'on devrait réfléchir à des solutions concrètes comme cela. Et que agir dans ce domaine, c'est pas seulement faire de grandes théories, mais c'est aussi voir, pour les personnes qui sont arrivent ici, comment on peut les aider à passer un cap, et effectivement à les accompagner sur un chemin où après, ça pourrait être un peu stabilisé.